Je remercie donc Pierre Marès d'être là et je suis très fier que Renaud Déterac, ancien interne, soit mon succès. J'ai regretté qu'il ne me succède pas, donc je le dis, il n'est pas là, je crois qu'il doit venir cet après-midi. Et donc on te donne la parole pour nous donner un peu ton point de vue sur la physiopathologie des troubles de l'esthétique pelvienne. Mais d'abord, moi aussi, je voudrais vous remercier parce que c'est toujours un plaisir et un honneur de se trouver à l'Académie et de pouvoir participer sur un sujet qui me tient à cœur, qui est les problèmes de la physiopathologie des troubles de la statique. Et vous allez voir que tout ce que nous a fait Vincent Delmas, c'est, vous avez vu qu'on était quasiment hypnotisé. Donc je n'ai pas son talent sur le tableau, parce que c'est vraiment de l'hypnose géniale qu'il nous a faite. Mais je voudrais essayer de vous inviter à penser qu'au-delà du pelvis, il y a autre chose et que ça a un impact sur le pelvis. Pourquoi ? Parce qu'on peut considérer que, globalement, lorsqu'une femme débute dans sa vie, elle a un capital pelvipérinéal qu'on peut imaginer lorsqu'on regarde des jeunes sportives. Et parfois, on se dit, pourquoi y a-t-il un handicap lorsque la cinquantaine arrive ? Alors, quels sont les marqueurs sur lesquels on peut s'appuyer ? Eh bien, vous les connaissez. On a parlé de l'incontinence d'urine, du problème anal, du prolapsus, des troubles sexologiques. C'est vrai que la statique pelvienne a toujours été négligée et mal prise en compte. Pourtant, ces pathologies augmentent de façon importante. Vous voyez que vous avez bien fait de venir parce que votre avenir est assuré puisque les consultations vont augmenter et les problèmes de pathologie pelvipérinéale vont augmenter, sauf si on change notre façon de les aborder. Et c'est peut-être un petit peu ça l'enjeu de cette compréhension. C'est quoi ? Eh bien, vous voyez que je n'ai rien inventé, c'est simplement une synthèse de ce que j'ai appris chemin faisant. Eh bien, c'est que déjà en 84, eh bien, Kamina nous avait expliqué que tout ce que vient de nous expliquer Vincent Delmas, qui est ici, eh bien, c'est tributaire de ce qui se passe ailleurs. Et donc, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est à ne pas regarder le pelvis, comme on dit, comme le philosophe montre la lune, le naïf regarde le doigt. Essayons de regarder au-delà, et c'est peut-être ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que tout ce qui se passe ici va être tributaire du rachis et d'éléments anatomiques sur lesquels il faut prendre en compte. Ça va être le rachis, mais aussi la paroi abdominale. Sa tenue fera que la résultante des forces sera plus ou moins vers l'arrière ou plus ou moins vers la filière urogénitale avec le risque de prolapsus. Vous allez voir sur des IRM dynamiques que ceci correspond à des lésions réelles. Troisième notion concernant la compréhension chez la femme, eh bien, vous voyez que la force de pression qui est envoyée par le diaphragme, eh bien, chez la femme, comme l'obliquité de la symphyse est différente de celle de l'homme, est déjà fortement reportée vers en arrière pour protéger cette filière génitale, puisque chez l'homme, à contrario, il y a la prostate. Donc, chez l'homme, la symphyse est à 45 degrés, ce qui diffère dans la répartition des forces de pression qui s'exercent sur l'utérus, comme on vient de nous le présenter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, toute la statique rachidienne est tributaire des muscles qui viennent se fixer autour du bassin et qui vont, par leur hypertonie ou leur hypotonie, modifier la posture globale et dont les axes de pression qui vont s'exercer sur la statique pelvienne. Alors, on a deux façons de le voir. Soit on se fout de ce qu'on raconte là et on pourra opérer, soit on essaie d'opérer à bon escient. Pourquoi ? Parce que si vous regardez l'ensemble des éléments qui nous ont été présentés, vous vous rendez compte que si on essaie de concevoir dans l'espace, comme nous l'a dit Vincent Delmas, eh bien, si vous prenez les organes d'avant en arrière, vessie, utérus, rectum, imaginez un athlète aux Jeux Olympiques qui est aux anneaux. Il est suspendu. Et donc, l'utérus, la vessie et le rectum sont suspendus. Et lorsqu'on arrive sur la sangle des releveurs, je n'ai pas parlé du plancher périnéal, eh bien, c'est que c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on est dans la médecine du 19e siècle, on soigne les gens après que les lésions se soient faites. Donc, toute la réflexion de la biomécanique, de la statique pelvienne avec le rachis, c'est comment on pourrait prévenir, anticiper ou réduire les lésions. Et vous voyez que sur ce schéma qui est tiré du Kamina, eh bien, ce schéma, il est en partie faux. Pourquoi ? Parce que autant il décrit fort bien les axes de pression quand tout se passe bien, c'est-à-dire que les ligaments ronds agissent, les utérosacrés sont ici. Imaginez bien que quand vous avez les utérosacrés qui sont en bon état, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Imaginez que vous êtes debout sur le promontoire et que vous tenez les rênes du cheval. Eh bien, l'axe de rotation du col va aller vers l'arrière, vers le rafet tel qu'on nous l'a
présenté tout à l'heure, et pas dans la filière urogénitale. Mais ceci, c'est une vision qui reste encore limitée à la partie suspension des organes, parce que si on va un petit peu plus loin, il y a la cinétique utérine dont je viens de vous parler, mais ce qu'on a oublié, c'est la cinétique périnéale qui est dessous, et qui est en compensation et en anticipation de ce qui doit se passer à ce niveau. Cette anticipation est d'ailleurs naturelle, elle a été décrite par Constantinou, et c'est un sujet qui est important. Et vous voyez ici, en IRM, vous voyez que le releveur agit à ce niveau, vous avez le pubis, le releveur ici, et vous voyez que la filière urogénitale est quasiment fermée, et vous voyez, comme on nous l'a présenté tout à l'heure, que les releveurs ne sont pas en carène inversée, mais en position de diaphragme, et avec Jean-Pierre Rouanet, on les avait décrits en aile de mouette ou en arcade romaine, et que vous avez cette angulation qui est réalisée par le réflexe périnéal anticipatif qui va assurer la formation et du cap anal et du cap vaginal, qui vont éviter la descente des organes dans la filière urogénitale. C'est tout cet ensemble qu'il faut comprendre, le rachis qui va protéger ou non de la pression qui va arriver à ce niveau, les ligaments qui vont maintenir et ce réflexe périnéal qui va protéger globalement. Alors, la physiopathologie, vous l'avez compris, elle intervient avec tous ces éléments qui concernent le schéma corporel, le rachis et la posture, et on va dire un mot, puisqu'on m'avait demandé d'aborder l'épidémiologie, quelques facteurs favorisants à ce niveau. Donc, les facteurs de risque, je n'aborderai pas, je dirais qu'un mot de l'âge et de l'obstétrique, je n'aborderai pas la constipation, qui est un vrai sujet, puisque une asynergie abdomino-périnéale est la meilleure façon de détruire un périnée et ou de détruire un résultat chirurgical. En clair, l'équilibre de la statique pelvienne se fait par une tension entre l'équilibre rachidien et le réflexe périnéal, le tout étant protégé par les phénomènes cohésifs que vous avez sur ce schéma ici et qui nous ont été présentés dans les schémas précédents. Je passe. Donc, si on aborde le problème du prolapsus, le problème du prolapsus proprement dit, ce que j'allais dire, c'est que au XIXe siècle, eh bien, on en était à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on s'occupe du prolapsus lorsqu'on le voit. Ce qu'il faudrait, c'est s'occuper du prolapsus lorsqu'il est là. C'est-à-dire avant qu'il soit visible. Et donc, à mon avis, la médecine du XXIe siècle sera préventive. Elle sera curative lorsque c'est nécessaire, mais elle devrait être préventive pour essayer d'éviter toutes ces pathologies de prolapsus. Et ce qui est important, c'est que la modification de position des organes, eh bien, elle n'intervient pas que sur la prolapsus, mais elle intervient sur le fonctionnement des sphincters et sur la qualité de la sangle périnéale qui elle-même va interférer avec les organes et les muscles. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Vous voyez ici très bien tout ce qui nous a été décrit avec ici les releveurs, l'obturateur interne. Si vous imaginez, vous pouvez même voir un petit point blanc, c'est les vaisseaux théoriquement de ceux qui parlent de l'artère pudendale, mais vous pouvez les voir. Mais ce qui est intéressant, c'est ceci. C'est que lorsqu'on se sert de cette sangle et qu'elle a été éduquée, eh bien, vous voyez que lorsque le releveur est ici en retenue, eh bien, la filière est fermée, la vessie est en bonne position, et vous voyez que la ligne que nous a montrée Vincent Delmas est parfaitement respectée avec tous les organes au-dessus de cette ligne pubo-coccygienne. Si on regarde d'un autre moment, eh bien, vous voyez que là, ce qui se passe, le releveur se verticalise, et là, à la défécation, ce sont des séquences d'IRM chez les patientes qui avaient accepté d'être enregistrées et qui étaient bien sûr, mais c'est en position allongée, et vous voyez que tout s'aligne et il n'y a pas de problème à ce niveau. Par contre, et j'aimerais que vous regardiez ceci, c'est cette petite séquence, et vous l'avez en direct, donc c'est ici une patiente qui a accepté d'être filmée. Vous voyez que le releveur ferme intégralement, lorsque ça marche bien, la fente urogénitale. Vous avez la vessie qui est ici, et vous voyez que tout ce système de contraction se fait de façon parfaite à ce niveau. On va le relancer. On va avancer comme ça. Voilà. Alors ce que j'aimerais, c'est arriver juste après. Voilà. Alors regardez ceci en coupe frontale. Vous voyez ici les obturateurs. Vous voyez ici les faisceaux pubaux du levatorani qui viennent enlacer le vagin. Et donc lorsque la femme sait se servir de ses muscles, le vagin est strictement fermé.
Et donc, vous avez ici une protection complète pour la descente des organes à ce niveau. Et si on continue... Ah, il ne veut pas continuer. Je ne sais pas le faire fonctionner. C'est autre chose. Regardez bien, vous allez voir le schéma de Vincent Delmas qui va apparaître avec la partie postérieure complètement horizontale en soutien. Donc vous voyez qu'entre anatomie et dynamique, on arrive à trouver un lien. Et ce qui veut dire que ce muscle levator ani a un rôle essentiel en tant que diaphragme de protection contre le prolapsus. Il joue un rôle essentiel parce que vous savez que sa contraction maintenue interfère avec le réflexe qu'on appelle 3 de Mahony, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et qu'il intervient aussi, vous l'avez compris, avec sa position par rapport au vagin dans la fonction sexuelle. Donc une femme éduquée à ce niveau-là aura aussi des avantages de prévenir les risques de descente d'organes et d'incontinence d'urine, et des résultats sur la sexualité qui ne sont pas nuls et jamais critiqués par les hommes. Le levator ani, par contre, lorsqu'il se modifie, vous avez ici une dame qui a un prolapsus. Vous n'avez pas besoin d'une IRM pour faire le diagnostic, vous vous en doutez. Mais regardez ceci lorsqu'elle est en poussée. Eh bien, vous voyez apparaître ici, vous avez l'utérus, quelque chose qui est net. C'est l'allongement en museau de tanche de la lèvre antérieure qui correspond au fait que ce utérus n'est plus en contact direct en permanence avec le raphet ou le muscle levator ani en arrière. Et donc vous comprenez l'importance du travail de ce réflexe périnéal anticipatif associé à une correction des troubles de la statique rachidienne pour traiter le prolapsus. Ceci est d'autant plus important qu'on vieillit tous et donc la masse musculaire diminue. Les lésions interviennent et ces dénervations peuvent modifier, et c'est un travail qu'on avait fait avec Dominique Pratt là-dessus, mais permettent une rééducation. Et on sait que chez les femmes, après la ménopause, l'électromyogramme ne permet pas, s'il n'y a pas eu une bonne rééducation, de garder une bonne contraction à ce niveau. Ceci étant dit, vous voyez que déjà la réponse à la question qu'avait posée Camina a été donnée par Miner à Saint-Étienne, et Bernard Jaquetin connaît bien ces réunions puisqu'on en avait parlé. Et vous voyez que la correction de l'hyperlordose est le premier traitement de la correction du prolapsus avant de passer à la chirurgie. Si vous allez un petit peu plus loin, vous avez cet angle d'incidence qui, lorsque vous voyez une patiente en consultation, qui est, si vous voulez, l'angle qui est formé entre la perpendiculaire, si vous voulez, à l'axe du plateau sacré et la ligne médiane qui rejoint le milieu de la ligne coxo-fémorale. Et lorsque cet angle est très élevé, vous l'avez ici, c'est l'étude de Boulet, eh bien vous savez que cet angle-là montre, il suffit de regarder marcher la femme pour savoir qu'elle a un risque plus ou moins important d'avoir un prolapsus. Quels sont les autres facteurs qui interviennent? La grossesse. Il est sûr que lorsque le mobile fœtal doit traverser la filière, comme on vient de nous décrire, il peut y avoir des lésions au niveau musculaire ou nerveux. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, ce qu'on sait, est-ce qu'il y a un impact lié à la grossesse ou lié qu'à l'accouchement par voie basse? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que dès la grossesse, il y a une augmentation significative des troubles de la statique pelvienne et que ceci se fait aussi bien sur la paroi antérieure et postérieure. Deuxième question, est-ce qu'un prolapsus qui apparaît pendant la grossesse va pouvoir se prolonger? Eh bien, vous vous rendez compte ici que si on regarde une femme qui a eu un prolapsus, vous voyez qu'un stade 2 en postpartum, eh bien, s'il y est, il va se persister dans 75% des cas. C'est donc quelque chose qui s'installe avant l'accouchement, et ce n'est pas inintéressant pour les gynécologues obstétriciens de ne pas toujours se sentir accusés d'avoir mal fait l'accouchement et que le prolapsus, c'est de notre fait systématiquement. Et cette étude également, qui n'était pas inintéressante, parce qu'il y en a très peu, avec une étude d'IRM au 3e trimestre et après l'accouchement, je vous ai mis que la synthèse pour être dans les temps. Vous voyez que ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'il y a un affaissement de la paroi postérieure, et tous ceux qui ont fait de l'obstétrique ici et qui ont été formés, on savait, en tout cas à une époque où on faisait des accouchements beaucoup plus fréquemment et moins de césariennes parce qu'on n'avait presque pas le droit de les faire, que s'il y avait de la place en arrière dans la concavité sacrée, forceps, tarnier, ça devait passer. Eh bien, si ça passait, eh bien voilà ce qu'on faisait. Et vous voyez que même avec des ventouses, quand on force un peu trop, eh bien la cloison recto-vaginale en garde un souvenir qui n'est peut-être pas idéal. Au passage là, il y a la question qu'a évoquée Richard au départ, à savoir d'analyser les problèmes rectaux des femmes avant le moment de l'accouchement.
Est-ce que la césarienne protège systématiquement? Eh bien, aujourd'hui, on n'est plus aussi certain que ça protège systématiquement. Il y a un effet protecteur sur la première et la deuxième césarienne. Il n'est pas dit que ce soit sûr au-delà. Et donc, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que la nature est bien faite? J'ai trouvé cette étude parce que je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quand même des récupérations spontanées? Eh bien, vous voyez, il y en a qui s'aggravent, mais il y en a qui régressent au niveau de la cystocèle ou de la rectocèle, et ceci est un point important à retenir. Mais il va falloir peut-être changer encore d'époque. Je vous ai parlé de biomécanique, d'anticipation et de prévention. Il va y avoir peut-être de dépistage, comme dans la médecine actuelle, on cherche un terrain génétique, on va peut-être chercher un terrain tissulaire pour savoir s'il n'y a pas des gens à haut risque. Et ces gens-là, peut-être qu'il faudra leur donner un apport alimentaire différent, puisque vous vous rendez compte que lorsqu'il y a des femmes porteuses de troubles du collagène, eh bien, il y a plus fréquemment une aggravation et de l'existence du prolapsus. L'obésité est elle-même un facteur de risque, à côté de ces facteurs obstétricaux et particuliers. Vous voyez que la pression intra-abdominale est plus forte chez les femmes avec une obésité et que ceci augmente les pathologies urinaires, mais également au niveau de la commande et anale. Vous voyez ici que le risque chez ces patientes d'avoir un risque de pathologie urinaire ou anale est de façon beaucoup plus importante que dans une population générale. On retrouve ces chiffres. Et les sportives. Alors les sportives, il ne serait peut-être pas question, je vous ai mis quelques études, une ici qu'on avait faite à Nîmes avec l'équipe de Montpellier. Et je voudrais y insister, pourquoi? Parce que c'est une des rares études qui a comparé plus de 250 personnes entre des sportives de niveau régional et des sportives non exposées, c'était des étudiantes lambda. Eh bien, si vous regardez, quand vous regardez le chiffre de départ, vous avez l'impression que les sportives sont à haut risque d'avoir une incontinence d'urine. Ça, c'est une vision simpliste. Si vous analysez dans le détail les paramètres, eh bien, la sportive n'a pas de fuite d'urine lorsqu'elle est dans une condition normale. Par contre, lorsqu'on la pousse dans ces derniers retranchements avec des fins d'entraînement difficiles ou de la compétition, elle a des fuites d'urine comme des sujets non exposés qui feraient un peu de sport. Et ceci est important parce qu'il ne s'agit pas de dire à des patientes ou à des femmes « arrêtez le sport ». Bien au contraire, si on a compris, il faut qu'elles fassent du sport, mais en corrigeant les anomalies du rachis. Vous avez ici une étude américaine qui n'est pas inintéressante, et c'est bien que vous soyez et que nous soyons tous ensemble pour en discuter, parce que vous voyez qu'il y avait un groupe non nul. J'ai pris une étude à l'étranger pour faire un petit peu bien, mais regardez ce qui est intéressant, c'est que 92% n'en avaient pas parlé, c'est aux États-Unis, c'est pas au Bangladesh, hein, et 100% avaient une prise en charge. Ça veut dire que nous ne savons pas nous occuper des jeunes femmes sportives, et ça me paraît décevant, et que nos disciplines ne sachent pas anticiper des lésions chez des femmes sportives et qu'on attende qu'elles viennent faire du trampoline en disant « j'ai des fuites d'urine et une petite descente d'organes pour s'en occuper », ça me paraît le Moyen-Âge médical. Dernier facteur de risque, eh bien, c'est le vieillissement. Je vous ai mis qu'une diapositive là-dessus. Eh bien, si vous vous rappelez un petit peu les schémas dont on a parlé, vous vous rendez compte que naturellement, il y a une diminution des pressions urétrales, mais ceci peut s'associer à une diminution de l'intensité de l'activité physique et donc se compense plus ou moins. Par contre, la qualité du soutien du plancher pelvien peut être entretenue, et ceci relève d'une éducation, et à 70 ans, on peut toujours faire ce type de prise en charge. Donc, vous vous rendez compte que la physiopathologie de la statique pelvienne, ce n'est pas simplement savoir où est l'utérus et quels sont les ligaments, et si je mets des fils sur le ligament sacro-épineux pour remonter les organes, c'est aussi savoir tous ces problèmes de statique, parce que si on les opère, le résultat à long terme sera tributaire de ceci. Et comme j'ai quelques cheveux blancs, j'ai des résultats à 20 ans, eh bien, la plupart des échecs que j'ai eus au départ, c'était des rectocèles parce qu'on ne savait pas s'occuper de la synergie abdomino-périnéale lorsqu'on les opérait, et on les opérait, ce qui était peut-être une erreur sans leur expliquer tout ceci. Donc l'avenir, c'est de mieux connaître cette physiopathologie et de développer de la prévention qui aura aussi un impact sur la durée des résultats chirurgicaux que nous mènerons. Et je vous ai laissé cette phrase pour vous rassurer, il y a du travail sur la planche et on a besoin que des jeunes collègues puissent avancer et nous donner peut-être des idées nouvelles. Je vous remercie.
Pierre. Est-ce qu'il y a des questions précises de physiopathologie? Non, mais pour aller dans le sens de Pierre, je veux dire quand même qu'en le vieillissement, il y a une chose qui est intéressante, c'est que en vieillissant, il y a la syphose qui augmente, l'hyperlordose, la lordose qui disparaît, et je pense que toutes les flèches descrites par Kamina sur l'équilibre pelvien changent, c'est-à-dire que l'ensemble des viscères se met vertical. Et donc il est dans l'axe de sortie. C'est un petit complément, mais qui correspond tout à fait à ce que tu dis sur la statique, si tu veux. C'est que la femme âgée, elle se met progressivement comme ça, et donc elle a les trous qui sont les uns en face des autres. Est-ce qu'il y a des questions très précises sur ces physiopathologies? Tu m'avais donné 20 minutes. Hein. Oui. Est-ce que dans un but pédagogique, quitte à faire court et forcément simple, il ne faut pas dire qu'il faut privilégier la ventouse au forceps pour les extractions instrumentales? J'ai laissé cette question en blanc, je n'y ai pas répondu. C'était simplement parce que je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est privilégier la technique d'extériorisation. Et en fait, il faut faire très attention au périnée. Et vous avez une étude qui avait été faite à Lyon. Oui, c'était l'équipe de Mélier qui l'avait publiée, qui démontrait que lorsqu'on prenait en aveugle 5 opérateurs différents et qu'on regardait comment, après extraction fétale, forceps ou ventouse, celui qui avait le moins de lésions sur le périnée. C'était le chef de clinique qui faisait son étude, parce que c'était lui qui faisait le plus attention au périnée. Donc, si vous voulez, votre question sur est-ce qu'il faut privilégier la ventouse, je ne dirais pas qu'il faut la privilégier. Mais il y a 4 fois plus, avec la cloison, là sur l'étude, il y a 4 fois plus de lésions de la cloison recto-vaginale avec la ventouse. Vous voulez voir la diapo ? Hop. Hop, voilà. Dans le groupe ventouse, il y avait des rectocèles plus sévères. Donc je l'ai mis exprès pour faire de la provocation. Parce que... On peut revenir 2 secondes sur les sportives, parce qu'il y a eu pas mal de campagnes nationales d'information sur le risque de l'incontinence liée au sport, avec des classifications de risques par rapport au sport. L'haltérophilie ou l'athlétisme par rapport à la course à pied, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on a notion de programme de prévention auprès des fédérations ? Alors, il y a 2 groupes qui ont été contactés. Il y a un programme de réflexion. Ça fait 3 ans qu'ils y réfléchissent avec la Fédération française de tennis, puisqu'on est en travail avec eux là-dessus. Et deuxièmement, il y a un des médecins de l'INSEP, qui est Carole Maître, avec qui on a mis en place un protocole, mais qui commence à diffuser dans la prévention. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 20 ans, quand j'avais rencontré le médecin de l'équipe de France de volley, auprès de qui j'avais été présenté, puisque c'était mon oncle qui était l'entraîneur. Et donc, elle m'avait dit, mais nous, on s'en fout, c'était une dame, et elle m'a dit, on s'en fout pourvu que ça marche, et qu'elles aient des performances. Donc aujourd'hui, ça a changé, heureusement. Parce que nous, on a quelques consultations de jeunes femmes, 20-25 ans, classées au tennis, mais pas des compétitrices professionnelles, qui viennent pour incontinence d'effort lors des mouvements extrêmes du tennis, que sont le smash, le service. Et évidemment, il ne faut surtout rien leur faire autre que des traitements préventifs locaux, type tampon ou autre. Mais c'est vrai que ça serait intéressant qu'elles aient des informations. Mais une des premières des choses, c'est qu'elles aient d'abord, un travail sur leur rachis, 2, un travail sur l'anticipation de leur contraction du réflexe périnéal, qu'elles peuvent très bien faire parce qu'elles ont en général un bon schéma corporel. Et il y a des femmes qui s'améliorent. Alors par contre, l'avantage, c'est que les femmes font des tournois qu'en 2 sets et pas en 3. Mais à la fin du 2e set sur des matchs difficiles, il ne faut pas s'étonner pourquoi certaines parfois perdent des balles. Ah oui. Mais il faut, ce que je dis, moi, c'est qu'il faut... Elles y sont pour rien. Et il y a aussi un facteur, Pierre, dans le sport, qui est la fatigabilité musculaire et du périnée. C'est ce que je te... On a la même résistance à l'effort que va avoir le biceps ou le triceps. Et donc, il y a le problème des femmes, et on de plus en plus, j'entends, oui. la folie. Et j'étais entraîneur de tennis, j'ai rien contre le sport, mais il y a une limite sûrement. J'ai une compétitif qui me disait, à partir de 10 km, je le perds. Je disais, si tu fais déjà 8 km, c'est pas mal. Mais voilà, pour rester raisonnable, cette fatigue musculaire, il faut vraiment prendre en compte.
Je rappelle quand même ce merveilleux travail de Karine Beau, d'abord parce que j'aimais beaucoup Karine Beau. Tu l'as pas cité, mais tu sais, il n'y a pas que moi, oui, je sais. Il n'y a pas qu'elle. Excuse-moi, Bernard. Mais elle avait fait une interview de toutes les championnes olympiques. Tu te souviens de ce papier très intéressant? Je ne sais plus quels Jeux olympiques. Elle les avait interviewées 20 ans après qu'elles aient donc été aux Jeux olympiques, et il n'y avait pas plus d'incontinence que dans la population normale. Je reste comme Bernard convaincu, mesdames, qu'il faut faire du sport, mais il faut faire du sport avec raison comme le reste.